Quiconque peut devenir riche. Parce qu'on enlève toutes les excuses. L'excuse que mon père n'avait rien. L'excuse que je ne suis pas allé à l'école. L'excuse que j'ai des handicaps physiques ou bien non. Il y a eu tout type de personnes qui sont devenues riches. Donc, le livre apparaît comme quelque chose qui va venir bouleverser toutes les croyances, toutes les excuses que les gens avaient au sujet de la réussite. Et aujourd'hui, quand tu demandes à un jeune qui a réussi, comment tu as fait, j'ai travaillé très dur. Alors que travailler très dur ne figure pas dedans. Ici, on n'a pas dit travailler dur et devenir riche. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un comment tu as fait pour devenir riche, il dit que non, j'ai travaillé dur, faut travailler dur. Même les artistes, ils disent que c'est le travail paye. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Même les artistes qui ont réussi, ils disent que non, c'est le travail paye, c'est le travail paye, d'accord. Mais nous tous on connaît des ouvriers ici au Sénégal. Nous connaissons des ouvriers qui travaillent dur. Dakar là, c'est pas chez quelqu'un. Hein. Comme on le dit, Abidjan là n'appartient pas à personne. Même si on est tous Ivoiriens là, on est tous Sénégalais. Mais à Dakar là, on est tous étrangers à Dakar. Chaque matin là, chacun doit sortir se chercher. Il n'y a que les fils à papa de Dakar là, c'est eux qui dorment. Mais si tu as quitté Kaolack, Louga, Mbour, et puis tu es venu à Dakar, un étranger qui a quitté le Gabon, quitté le Tchad comme moi, on se trouve ici là, on est tous dans le même combat. Moi je ne peux pas croire que tu es un jeune à l'ère du numérique, avec Internet, avec tout ce qui se passe. Tu vois des personnes qui utilisent Internet comme toi, gagner 1 million par mois, 5 millions par mois, 10 millions par mois. Je connais même ceux qui gagnent 50, 100 millions par mois. Vous avez les mêmes outils, c'est Internet. Vous avez les mêmes matières premières. C'est-à-dire que c'est là qu'on ne doit même pas donner d'excuses maintenant. Si avant, avec le temps, on a dit que oui, ainsi de suite, l'intelligence, je ne sais pas, industrielle, ces genres de choses-là. Mais aujourd'hui, avec Internet, là, ce qui sort aujourd'hui, tout le monde est au courant, tout le monde a les mêmes informations en temps réel. Tu peux faire des grandes choses. Et c'est ce désir-là qui a poussé tout le monde à cette époque-là à faire des grandes choses. Nous là, comme on a des projets, on a des grands projets dans notre esprit. Quand on sort, on cherche le mastermind. On cherche à nous connecter à d'autres esprits. Mais lui, il n'y a rien dans son esprit. Il n'y a aucune ambition. Il n'y a aucun rêve. Le dimanche, il finit, il prend sa Bible, il met là et il s'en va. Le vendredi à la mosquée, lui, il finit, il est parti. Il ne sait pas qu'il y a des esprits qui peuvent le rendre riche là. Il ne sait pas. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle formation. Alors on est allé sur plusieurs semaines de formation. On va essayer de résumer plusieurs livres. J'espère résumer au moins une dizaine, peut-être si le temps nous permet. Si le temps ne nous permet pas également, il y a beaucoup d'autres formations que nous allons essayer de faire. Mais on va commencer avec un premier livre. Ce livre est très important. Je recommande à toute personne de lire. Et l'objectif de cette formation, derrière le livre, c'est réfléchissez et devenez riche. C'est de ça qu'il s'agit. Think and Grow Rich. Ça, c'est sa version originale. Donc, moi, j'ai eu cette version originale dans mes différents voyages. Je l'ai acheté à New Delhi, en Inde, la version originale. Mais il y a la version également traduite. Donc, vous allez retrouver ça à la version en français. Vous pouvez également l'avoir. Je l'ai lu d'abord en français quand j'ai lu ça, parce qu'on m'a dit plusieurs fois que la version originale et la version traduite ne sont pas les mêmes. Et effectivement, quand j'ai lu et relu plusieurs fois ça, même la compréhension est différente. Donc l'objectif ici, en 1 heure de temps, je ne vais pas vous résumer tous ces livres, c'est pas possible. Mais je ferai de mon mieux vous donner 3-4 points essentiels que je pense être les points les plus importants dans ces livres. Et après vous, c'est même ça l'objectif, c'est de vous inciter à aller lire ces livres. Et d'ailleurs, peut-être pour ceux qui vont voir cette vidéo sur Internet, parce que cette vidéo également sera postée sur YouTube et puis peut-être sur nos différents réseaux sociaux. Donc, vous également qui allez nous regarder sur les différents réseaux sociaux, l'objectif de cette petite formation, c'est de vous inciter à aller lire ces livres-là. Alors, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ces livres, il y a une phrase essentielle que vous devez déjà retenir. Cette phrase est celle-ci. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Tout ce que l'esprit peut concevoir. Alors concevoir, c'est extrêmement important, les mots que j'ai mis, j'ai souligné, vous voyez, esprit et réalisation. C'est-à-dire que la puissance d'une réalisation est dans l'esprit.
réaliser quelque chose, tout ce que vous avez vu qui se réalise ici, c'est d'abord réalisé dans l'esprit. Rien de ce que vous pouvez voir de façon physique actuellement est né physiquement. Tous les bâtiments que vous voyez là ont démarré dans l'esprit de quelqu'un. Les voitures que vous voyez là ont démarré dans l'esprit de quelqu'un. Les routes, tout. On dit bien tout. Tout ce que l'être humain peut concevoir. Concevoir, nous par exemple, là, moi je suis architecte et il faut que je vous explique ces mots-là. Concevoir. Concevoir, ce n'est pas imaginer. Concevoir, ce n'est pas souhaiter. Ce n'est pas rêver. Concevoir en architecture, par exemple, c'est deux choses. C'est imaginer et ensuite planifier. Donc, quand on dit faire une conception, tu penses aux chambres, aux salons, et ainsi de suite. Mais ensuite, tu dois le dimensionner. Tu dois dire que oui, ici c'est comme ça, comme ça. Donc, ça rentre dans le côté concrétisation. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dans ta tête, mais quelque chose dont tu as un plan de sa réalisation. Donc, concevoir, ce n'est pas dormir, dire oui, je veux. Non, non, on dit concevoir. Ce n'est pas souhaiter ou bien ce n'est pas rester là, rêver. Non, concevoir, c'est un mot extrêmement important à souligner ici. Concevoir. L'imaginer, mais le dimensionner. C'est-à-dire que, ok, c'est ce que je veux, mais derrière maintenant, si tu veux salon, je veux 2 chambres salon. Ok, je veux 2 chambres salon, piscine en face du salon. Ok, tu l'as imaginé. Ça, c'est la première étape de la conception. Mais la deuxième étape de la conception, c'est le dimensionnement. Le dimensionnement, c'est de dire, ok, le salon va faire combien? Ça va faire combien? Donc, on commence à entrer dans la partie concrétisation. Donc, concevoir quelque chose, je tiens à insister dessus. Concevoir et croire. Donc, tout ce que l'être humain, l'esprit de l'être humain peut concevoir, mais surtout le croire, l'esprit peut le réaliser. Et ça va au-delà de la réussite, parce que ces livres, on dit que c'est 10 de... Bon, je vais le dire en français parce que je l'ai tellement lu que je risque de dire des mots dedans en anglais. Achievement, c'est-à-dire que accomplissement, réalisation, des choses comme ça. Ça va au-delà de l'accomplissement personnel. Cette phrase. Donc ce n'est pas juste une question de devenir riche. Ça va au-delà de l'accomplissement personnel. Donc cette phrase, il faut bien la comprendre. Et la comprendre dans sa profondeur. Si tu as quelque chose dans ton esprit, tu as imaginé. Si tu t'assois, tu essaies de dimensionner ça. Tu essaies de voir quelles sont les possibilités de façon concrète. Et ça se passe sur papier. On dit qu'il faut réfléchir sur papier. Tu t'assois, je veux lancer un business. Je veux aller sur la lune. Je veux. Ok, tu t'assois et tu vois comment tu peux le faire. Tu le conçois. Et tu le conçois une fois que c'est conçu. Et si tu crois à ce que tu viens de concevoir, là, tu vas le réaliser. Ça va au-delà de l'achèvement personnel, ou bien de la réalisation ou l'accomplissement personnel. Donc c'est très important. Voilà pourquoi j'ai souligné cette phrase et je l'ai mis en introduction. Maintenant, deuxième chose, je vais vous parler du contexte du livre. Cette phrase que je viens de vous la présenter, tout ce que l'esprit humain, bien l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser, pour moi c'est la phrase la plus importante de ces livres. Mais il faut que je vous explique le contexte dans lequel ce livre a été écrit. Quand vous comprenez le contexte, vous comprenez mieux le livre. Parce qu'il y a des livres qui sont écrits dans certains contextes. Peut-être que ça ne s'adapte pas à notre contexte actuellement. Par exemple, certains livres écrits par Adam Smith. Adam Smith, c'est l'un des plus grands économistes de son temps. Il a parlé de la richesse des nations. Il a parlé de la division du travail et de plein de concepts économiques dans son livre. Mais son livre n'est plus adapté actuellement parce que beaucoup de concepts économiques qu'il a soulignés, Adam Smith, ne sont plus appliqués maintenant. Donc vous allez comprendre, est-ce que le contexte dans lequel ce livre est écrit, est-ce que ça s'adapte à nos réalités actuelles? Est-ce qu'on peut utiliser les principes qui sont dedans? Alors, deux choses qu'il faut comprendre. Le premier contexte, nous sommes dans un contexte purement économique. Deuxième révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Mais quand on dit deuxième révolution, c'est-à-dire qu'il y a eu une première révolution. C'était beaucoup plus en Grande-Bretagne. Après, ça s'est un peu propagé en Europe avec l'invention de la machine à vapeur. Donc ça, c'était la première révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle,
ça s'est déroulé beaucoup plus aux États-Unis avec ces acteurs à la fin des années 1800 et pour être beaucoup plus précis, 1870, avec des acteurs assez importants. Cette révolution, d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, c'est cette révolution industrielle même qui a mené à la Première Guerre mondiale de 1914. Parce que la révolution a pris fin juste au début de cette Première Guerre mondiale. Les acteurs assez puissants sont Andrew Carnegie. D'ailleurs, c'est lui, on va revenir dessus tout à l'heure, parce que c'est d'ailleurs ce monsieur qui est à la base de ces livres, Andrew Carnegie. Je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous expliquer, parce qu'il est à la base, c'est lui qui est derrière, l'homme derrière ces livres, ça s'appelle Andrew Carnegie. L'homme le plus riche de son temps, parce qu'il est devenu l'homme le plus riche en 1901, donc l'année 1901, il était devenu l'homme le plus riche. Henry Ford, Thomas Edison, John Davison Rockefeller, ils étaient tous des grands industriels de leur temps. Donc, nous sommes dans une période industrielle. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Dans une époque industrielle, il faut savoir automatiquement la division des classes sociales. C'est-à-dire qu'il y a la classe des pauvres, il y a la classe moyenne, et puis il y a la bourgeoisie. Il y a même l'extrême bourgeoisie. Mais ce qui se passe ici, en fait, qui est très important de noter, c'est que les industriels, et ça c'est ce qui nous mène directement dans le deuxième concept, le deuxième contexte plutôt, c'était que dans ces contextes-là de révolution industrielle, ça coïncide avec une période de transition. Et c'est là que je veux vraiment insister dessus. Quelle transition? La transition entre la période où devenir riche était une question de transmission. C'est-à-dire que est riche celui que son papa était riche. Est riche celui que ses parents étaient riches. Mais ici, les choses ont changé. C'était une transition où la richesse ne se transmet pas, mais la richesse se crée. Il ne s'agit pas que ton père soit riche. Non. Parce que la plupart des hommes riches de ces temps-là, leur papa n'était pas riche. Ils n'étaient pas riches. C'était les premiers riches de leur génération. On les appelait des self-made men. Donc ce sont des personnes qui sont allées d'eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin que papa te lègue un héritage et tu démarres à partir de là. Non, tout le monde avait démarré à partir de zéro. Donc, une chose à retenir, c'est que depuis les années 1800, l'excuse selon laquelle je suis venu d'une famille pauvre, ou bien mon père n'avait rien, je suis orphelin là, cette excuse-là est terminée. Parce que la plupart des hommes riches qui sont devenus riches à cette époque-là, la plupart étaient des self-made men. Et beaucoup n'avaient pas une éducation formelle. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut retenir également. C'est-à-dire que la plupart des hommes qui étaient devenus riches, dans ces contextes du livre-là, étaient des personnes qui n'avaient pas, pour la plupart, une éducation formelle. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des personnes qui ont suivi CP1, CP2, aller avoir le baccalauréat, licence, doctorat. Non. La plupart se sont auto-éduqués. La plupart, c'était de l'auto-réalisation. C'est extrêmement important. Et ça donne quelque chose de très important. Et c'est là que le livre a son importance. L'espoir de la réussite. Quiconque peut devenir riche. Parce qu'on enlève toutes les excuses. L'excuse que mon père n'avait rien. L'excuse que je ne suis pas allé à l'école. L'excuse que j'ai des handicaps physiques ou bien non. Il y a eu tout type de personnes qui sont devenues riches. Donc, le livre apparaît comme quelque chose qui va venir bouleverser toutes les croyances, toutes les excuses que les gens avaient au sujet de la réussite. Et c'est dans ces contextes-là qu'un monsieur, dont je vous ai parlé de lui tout à l'heure, comment il s'appelle? Andrew Carnegie, a tiré la plus grande leçon de son temps. En 1901, il était devenu l'homme le plus riche du monde parce qu'il a vendu son aciérie. Lui, c'était un industriel, il avait la plus grosse aciérie du monde. Il avait vendu son aciérie à un groupe JP Morgan, également un groupe très puissant dont l'intermédiaire c'était un certain Charles Schwab. Si le temps me permet, je vous parlerai de ce monsieur Charles Schwab. C'est un monsieur très riche également de cette époque, au début des années 1900, 1901, 1902, jusqu'à lui, il s'est suicidé en Charles Schwab. C'est pour cela que je dis que si le temps me permet, je vous parlerai de son histoire. Charles Schwab, qui était très grand industriel parce qu'il va succéder. Lorsque la série d'Andrew Carnegie sera vendue à JP Morgan, c'est lui qui va diriger la série même d'Andrew Carnegie. Ensuite, il va créer son aciérie, parce que son aciérie, ça s'appellerait plus tard Jérusalem Steel.
Donc il va créer son Assyrie plus tard. Mais à l'époque, précisément 1901-1902, pendant cette période, quand Andrew Carnegie a vendu son Assyrie et est devenu l'homme le plus riche du monde, en son temps de ces années dont je vous parle là, il a commencé à donner de l'argent aux gens, à rentrer dans ce qu'on appelle la philanthropie. C'est-à-dire qu'aider les gens, aller dans les quartiers des pauvres, essayer de leur donner de l'argent, à manger, des habits, voilà, à soutenir des œuvres sociales. Malheureusement, dans la plupart des zones où il est passé, où il a aidé des gens, il est devenu plus tard, dans les années 1907, il est devenu 4-5 ans plus tard, il a retrouvé les gens qu'il est venu aider là, il les a retrouvés encore plus pauvres qu'ils n'étaient. Les gens étaient devenus plus pauvres. Et c'est là que le déclic dit non. En fait, en réalité, aider un pauvre, ce n'est pas de lui donner de l'argent. Aider quelqu'un qui souffre, ce n'est pas de lui donner à manger. Ça, c'est quelque chose de très très important. La plus grande leçon de ce livre. C'est-à-dire qu'il a dit, ok, si c'est comme ça, je vais mettre sur pied une science pour aider le plus de personnes. Je vais mettre sur pied une science qu'on appellerait la science du succès, qui permettrait même aux pauvres de devenir riches. Parce que ce qu'il faut à un pauvre, ce n'est pas l'argent. D'ailleurs, pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous allez retrouver ça quelque part. On dit que pour les aveugles, leur solution, c'est qu'ils voient. Pour des personnes qui sont mortes, il faut les ressusciter. Pour des personnes qui sont, je ne sais pas, vous savez voir tous les handicaps. Des personnes qui boivent, c'est pour qu'ils marchent bien. Mais dans la Bible, donc comme on est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est de Jésus qu'il s'agit. Il dit que pour les pauvres, donnez-leur la bonne nouvelle. Donc un pauvre, lui, n'a pas besoin d'argent. Pourquoi lui-même, il a dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Mais le pauvre, pour lui, dans sa tête, me sauver, c'est de me donner l'argent. C'est ce que le pauvre se dirait dans sa tête. Non. Le pauvre, sa solution, c'est de lui donner de la connaissance. C'est de lui donner une science. Des choses qu'il peut mettre en application pour l'aider de sortir de la pauvreté. Et c'est là qu'il a entamé maintenant un recrutement. Il a lancé un recrutement. D'ailleurs, il a financé plusieurs magazines qui parleraient du succès, de la réussite, et ainsi de suite. Aux États-Unis, ça devenait carrément, comme vous voyez dans certaines zones, il y a beaucoup de magazines qui parlent de politique. Donc, il dit que non, moi je vais financer beaucoup de magazines qui parleraient du succès, réussite, et ainsi de suite. J'aimerais bien voir ça un jour en Afrique, où on va voir un magazine. Aux États-Unis, ce n'est plus tabou de voir un magazine qui parle. D'ailleurs, il y a Ford. Et dit que ça ne dérange pas de classer les hommes les plus riches. Ça ne dérange pas de dire que lui il est devenu riche. Riche. Le mot riche, réussir ne dérange plus personne. Parce qu'on entend partout. C'était ça la philosophie. Répandre l'évangile de la réussite, l'évangile de la prospérité. Faire en sorte que les gens ne soient plus coincés psychologiquement, que les gens ne soient pas constipés. Il faut déconstiper la constipation psychologique. Comme quoi les gens sont constipés psychologiquement au sujet de l'argent. Non, il fallait déconstruire ces mentalités-là, ces paradigmes. Non, on ne parle pas de réussite, on ne parle pas d'argent. Donc c'est là que le storytelling venait. Oui, je venais d'une famille pauvre, je n'avais rien, voici. Je vous assure, si ces genres de choses étaient tellement répandues en Afrique, où ça ne posait pas de problème, où on explique aux gens comment devenir riche, comment lancer un business, comment faire ceci, comment faire ça, pour qu'un jeune ait l'espoir que si celui-là, parce que je vous dis une chose, si on prend un milliardaire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, ainsi de suite, et puis chaque soir à la télévision nationale, on invite un milliardaire qui vient raconter son parcours seulement. Si on fait ça chaque semaine, ou bien une fois par mois, et il explique, et la plupart des milliardaires en Afrique viennent des familles pauvres, n'ont pas été peut-être très loin dans les études, ils ont étudié mais peut-être pas beaucoup, et ils ont traversé beaucoup de moments difficiles. Donc ces storytelling-là, si on laissait les gens venir s'exprimer régulièrement, parler, voilà, j'ai commencé comme au Sénégal, Baïgay, j'étais d'abord laveur de voiture, ensuite je suis devenu mécanicien, ensuite vendeur de pièces détachées, ensuite j'importais les voitures, aujourd'hui je suis l'un des plus gros importateurs de voitures au Sénégal, et avec une histoire comme ça. Demain on invite un autre, Baba Kangom, j'ai commencé avec 60 poussins,
voici ce que j'ai fait, j'ai perdu, j'ai fait ça. Et ça devient, en fait, tous les jeunes, en fait, il y a une orientation nationale. Pousser les jeunes, parce que c'est intentionnel. Ces genres de choses-là, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui intentionnellement décide d'insuffler, de pousser un mouvement où tout le monde va parler de ça. Aujourd'hui, dans certains pays, les jeunes sont beaucoup intéressés par la politique, par exemple. Je prends typiquement le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, où les débats politiques, les gens parlent de politique sans problème. C'est-à-dire qu'on se réunit, on débat des idées. Cette même chose-là peut se faire au sujet de la réussite. Et c'est ce qu'Andrew Carnegie a voulu faire en son temps. Répandre l'esprit de la réussite. Mettre sur pied ce qu'on appelle la science du succès. La science de la réussite. Et ça, c'est extrêmement important. Il a donc décidé de faire un recrutement. Dans le recrutement, il a recruté plusieurs journalistes parce que c'était ça, pour répondre à ces genres de choses, il fallait passer par des journalistes, et ainsi de suite. Et c'est là où il est tombé sur ce monsieur que vous allez voir son nom partout maintenant, Napoléon Hill. Un jeune journaliste de son temps, il avait à peine 20 ans quand il a commencé. Il dit, ok, j'aimerais que tu passes toute ta vie à interviewer les milliardaires. Pas tous les milliardaires, toutes les personnes qui sont devenues riches. Il est milliardaire, donc certainement ce sont ses amis, donc il a facilité tout le travail, quoi. Aller les interviewer, bon, tout le contact, tout ce qu'il faut, quoi. Il y a une mission de vie, carrément, où tu dois mettre sur pied plus tard une science du succès. Il a interviewé 503 milliardaires, 503 milliardaires de son temps, qui ont donné, qui ont expliqué comment ils sont devenus riches. Il s'agit donc de ces livres, Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill, où toute sa vie, il a interviewé des riches qui ont expliqué, qui ont donné des détails sur leur réussite. Nous sommes aujourd'hui, et je suis sûr que les choses sont en train de changer, les choses vont d'ailleurs changer. Nous sommes dans un contexte où celui qui réussit mystifie la réussite. C'est comme la réussite, c'est quelque chose. Aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à transformer, quoi. Cette mystification de la réussite. Ils ont rendu ça mystérieux. Un parent a du mal à expliquer à ses frères, à ses autres parents, ce qu'il faut faire pour réussir. Et aujourd'hui, quand tu demandes à un jeune qui a réussi, comment tu as fait, il dit j'ai travaillé très dur. Alors que travailler très dur ne figure pas dedans. Ici, on n'a pas dit travailler dur et devenir riche. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un comment tu as fait pour devenir riche, il dit que non, j'ai travaillé dur. Il faut travailler dur. Même les artistes, ils disent que seul le travail paye. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Même les artistes qui ont réussi, ils disent que non, seul le travail paye, seul le travail paye, d'accord. Mais nous tous on connaît des ouvriers ici au Sénégal. Nous connaissons des ouvriers qui travaillent dur. Non, moi, parfois, en tant qu'architecte, quand je viens sur le chantier, parfois tu as l'impression que c'est injuste. Que toi, en tant qu'architecte, tu gagnes ce que tu gagnes. Et eux, sur le terrain, les gars, ils tournent le béton, Tu les vois, ils travaillent, hein. Ils travaillent même. Moi, j'ai vu un gars, un jour, on coulait une dalle. Le gars, il tournait la bétonnière. La bétonnière, ouais, c'est qu'on tourne le béton. Le gars, en fait, c'est un travail qui, a priori, tu as l'impression que c'est simple. Mais sauf que, on doit couler une dalle, tu dois rester debout. Souvent, une dalle, on ne coule pas en 2 jours. Il faut couler là. Il faut tout. Voilà, parce que ça va créer ce qu'on appelle la ségrégation bétonnière. Donc, ça, c'est un terme dans le domaine du bâtiment. Mais tu restes là, le béton, ça tourne, tu verses. Le seul fait de rester là, verser, faire ça pendant toute la journée, tu fais ça pendant 1 heure de temps, tu commences à sentir au niveau de ton dos. Et moi, je reste et je vois le gars là. À un moment donné, il commence à se baisser. Il est fatigué. À 16 heures, tu sens qu'il est fatigué. À la fin, je suis curieux. Je suis architecte, c'est pas moi qui est l'entrepreneur bâtiment. Donc je viens, je demande à l'entrepreneur bâtiment, je dis que vos gars là, vous les payez combien? Il dit que non. Ici, là, c'est le bétonnier, là, celui qui tourne le bétonnier, là, c'est celui qui est le plus cher.
Sinon, ceux qui transportent les seaux pour faire monter le béton, tout ça là, eux, on les paye 2500, 2500 par jour. Et j'ai dit lui, il dit que lui c'est 3500. J'ai dit merde. En fait, travailler dur quand même, ils gagnent 3500. Alors qu'il y a des gens dans la journée, ils peuvent gagner 50 000, mais ils ne travaillent pas dur. Il y a des gens dans la journée, ils peuvent gagner 100 000. Quand quelqu'un a un salaire de 3 millions, ce qui veut dire qu'en moyenne par jour, c'est 100 000 qu'il gagne. Mais est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il travaille dur? Cette personne a réfléchi mieux. C'est ça. Réfléchissez, devenez riche. Donc ce livre est extrêmement important. En le lisant, vous allez découvrir à l'intérieur plusieurs principes. Dans certaines versions, vous allez retrouver 13 principes. Dans certaines versions, vous allez retrouver 17 principes. Mais dans la version officielle, il y a à peu près 13 principes. Dans les 13 principes, on parle de beaucoup de choses. Parce que la réussite, ce n'est pas juste une question d'argent. Les gens ils voient l'argent, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent bout à bout, qui vont faire en sorte que naturellement l'argent viendra. Donc on va voir, on n'a que 1 heure, hein. Comme je l'ai dit, il faut que vous me dites, dès qu'on dépasse les 1 heure, je vais m'arrêter. À 1 heure, je vais m'arrêter parce que ça doit aller en ligne. Et les vidéos de 3 à 4 heures, c'est pas intéressant. Donc on va s'arrêter à 1 heure. Mais je suis sûr que dans les 1 heure, je vais partager au moins 2, 3 ou 4 principes. Mais après, comme le livre, vous le connaissez, vous allez continuer à lire. Le premier principe, le désir ardent. Desire. The desire is the starting point of all achievement. Ça, c'est vous allez retrouver. Desire is the starting point of all achievement. C'est-à-dire que le désir ardent, je ne sais pas si vous, est le point de début, ou bien starting point. C'est-à-dire que ça commence, est le point de départ de toute réussite, de tout accomplissement, de toute réussite. Vous voyez, en fait, ici, on parle des achievements. C'est un mot également, quand tu lis beaucoup, tu vois que ça n'a pas à voir avec l'argent directement que les francophones. Parce que, vous voyez, c'est un terme où en français, c'est pas être riche comme avoir l'argent dont on pense. Ici, en Afrique, quand tu dis que le gars là, il est riche, on pense à l'argent. C'est-à-dire qu'on devine déjà. Ah, donc, souvent, quand je fais certaines vidéos, je publie, et je dis que si vous voulez devenir riche, parce qu'il n'y a pas ces mots-là, c'est-à-dire que c'est un mot. Je voulais dire que si vous voulez si vous voulez être un achiever, c'est-à-dire qu'en anglais, si vous voulez être quelqu'un qui a accompli des grandes choses dans la vie, c'est ce que ça veut dire. Ou bien quelqu'un qui est arrivé à l'accomplissement de soi. Mais comme ce mot-là est difficile à trouver son équivalent directement en français, je suis obligé de dire que si vous voulez devenir riche, là il y a des gens qui viennent me dire, toi-même tu as combien dans ton compte bancaire? Et dire qu'ils font directement la liaison, la réalisation personnelle avec l'argent que tu as. Donc, beaucoup pensent jusqu'aujourd'hui, quand on dit que telle personne est milliardaire, eux ils croient que c'est quelqu'un qui a des milliards dans son compte bancaire. Vous voyez, ça c'est une mauvaise installation d'un logiciel. Le logiciel a été installé avec succès, mais de façon mauvaise. C'est-à-dire que c'est une mauvaise version des logiciels qui ont été installés. Donc, le désir ardent. Le désir ardent, c'est quelque chose que vous allez retrouver chez toutes les personnes qui sont devenues riches. Donc qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Des grandes choses. Je préfère dire ça parce que quand tu dis riche, comme je suis en train de vous l'expliquer, les gens ont une connotation à l'argent. Pourtant l'argent c'est un des éléments de la richesse. L'argent c'est un des éléments de la richesse. Donc ces personnes-là ont un désir ardent. Un désir ardent, c'est comme le feu sous la marmite qui fait cuire quelque chose qui est dans la marmite. Un désir, ce n'est pas un souhait. Si tu sors tout de suite dans la rue, demande les premières personnes que tu arrêtes. Pose-leur la question. Qui veut devenir riche?
Ou bien qui souhaite, rien que hier soir j'étais sur Zoom, j'ai demandé aux gens qui souhaite gagner 1 million par mois. Tout le monde, moi. Faites l'expérience ce soir, sortez dans la rue et trouvez les premières personnes à demander qui souhaite devenir riche. Parce que, en fait, ce sont des degrés d'incidence différents. C'est le mot souhaiter. Qui souhaite gagner beaucoup d'argent? Parce que les souhaits, c'est-à-dire que si on prend en termes de température, le souhaiter devenir riche, c'est comme température 25. C'est comme ici, 25 ou 30. Donc, la température est très faible. La température qui est employée est très faible parce que le souhait c'est 25-30 degrés. Ensuite, le vouloir, c'est température 40-45. Maintenant, le désir, la température, c'est 100 et plus. Le désir, ça brûle. Quand on dit désir, ce n'est pas juste souhaiter. Ce n'est pas juste vouloir. Ce sont des petits mots en termes de température. La température d'un souhait, c'est... Vous voyez vous-même, parce que la température d'un souhait ne peut pas faire cuire quelque chose qui est dans la marmite. Parce que la température est trop faible. Vous-même, depuis là, je te souhaite beaucoup d'argent. Chaque année. Vous voyez, chaque année, quand l'année commence, je te souhaite beaucoup d'argent, je te souhaite succès, je te souhaite... Mais vous voyez, les gens, chaque année, vous souhaitez les mêmes choses aux gens. Mais comme la température est faible, ça ne peut pas faire cuire ce qui est dans la marmite. Parce que souhaiter, c'est trop facile. Je te souhaite beaucoup d'argent, je te souhaite succès, je te souhaite, et puis depuis 10 ans, je te souhaite seulement, je te souhaite. Souhaite, des tonnes de souhaits, souhaite, on souhaite seulement, je te souhaite. Non. Le souhait, ça ne marche pas. Le souhait, ce n'est pas une stratégie pour réussir. Le souhait, ça ne peut... Donc arrêtez, aujourd'hui, arrêtez de souhaiter les gens au lieu des choses. Ça ne marche pas. Parce que c'est le plus petit niveau. Ensuite, il y a le prochain niveau qui est le vouloir. Bon, vouloir, c'est quelqu'un qui, bon, d'accord, lui, il va commencer quand même. Mais, bon, il va regarder un peu en arrière. Parce que lui-même, il n'est pas totalement engagé. Mais le désir, c'est une température de 100 degrés. Et ce désir-là, c'est ce qui a transformé les États-Unis. Aux États-Unis et en Europe, il y a une différence. On dit qu'en Europe, les Européens sont ceux qui sont restés. Et les Américains sont ceux qui sont partis. Et ça également, c'est dans le contexte du livre. Hein. La plupart des personnes qui ont réussi aux États-Unis à l'époque là ne sont pas des Américains de souche. La plupart. Quand vous prenez Arnold Schwarzenegger, c'est un Autrichien. Mais en fait, c'est des personnes, c'est le désir qui pousse les gens à tout laisser. À laisser femme, à laisser enfant, à prendre la pirogue. C'est-à-dire que ce qui pousse les gens à faire certaines choses là, tant que tu n'as pas ce désir là, tu ne peux pas. Et toutes ces personnes qui réussissent, qui ont atteint un certain niveau là, c'est ce désir là. Ce n'est pas le souhait, ce n'est pas qu'on t'a souhaité, ce n'est pas que tu veux. Non, à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'est la seule option. Ce qui brûle en toi là, c'est dit que les Burkinabés ils disent la vitesse à laquelle court un homme dépend de ce qui le poursuit. La vitesse, c'est ce qui te poursuit. C'est-à-dire que comment tu cours, c'est ce qui te poursuit là, qui détermine même l'engagement de ta course. Si c'est un rat qui te poursuit par exemple, ça va. Toi, peut-être tes parents ont déjà certaines choses. Toi, peut-être, on t'a même donné une maison déjà. Bon, tu vis, tu sors, tu manges régulièrement. Ou bien, et ça, vous allez l'observer partout. C'est ce qui fait en sorte que vous allez voir la plupart des personnes qui ont réussi à Dakar ne sont pas des Dakarois. C'est des personnes qui sont venues des régions. Même à l'université, vous allez voir ceux qui sont premiers à l'université, les majors là. Ce sont des gens qui ont quitté, je ne sais pas, Louga, partout. Ils sont venus parce que ce qui les poursuit, c'est-à-dire que ce qu'ils ont laissé derrière pour venir là est fort. C'est comme ça. Même ceux qui ont les plus grands immeubles à Dakar, à Abidjan, partout. Ce n'est pas pour les lébous. Quand vous prenez le cas de Dakar, vous prenez la plupart, le cas qu'on voit souvent, les ventes de terrain
tous les conflits de terrain qu'il y a là. Parce que bon, les terrains c'était pour nos pères. Donc, on se partage, on vend. Abidjan, c'est la même chose avec les Hébriers. Parce que, bon, c'est leur terre. Donc, ils étaient là, il n'y a pas une pression. Il y a pas... Mais toi qui viens, tu viens avec autre mentalité. Tu viens avec un désir. Les Lehman Brothers, 2 frères allemands qui ont quitté l'Allemagne, venir aux États-Unis également dans la vague de ceux qui sont partis pour se chercher aux États-Unis. Mais c'est des personnes, ils sont arrivés, ils ont commencé à vendre du blé. Ils ont aujourd'hui, bon, leur banque a fait faillite malheureusement en 2008, mais ils ont la banque Lehman Brothers. Allez-y, faites des... Mais c'est 2 frères immigrés comme ça, comme les Arnold Schwarzenegger là. Et la plupart, même les Andrew Carnegie là, c'est des immigrés qui sont venus. Mais ils sont venus avec un désir ardent. Toi, tu as quitté ton village, comme nous autres là. On a quitté, on a laissé nos parents pour venir quelque chose, pour venir en ville se battre. Mais on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes défis que ceux qui sont là, depuis ils sont nés dans la capitale, ils ont leurs parents, ils dorment ici. La plupart qui viennent à Dakar, qui ont quitté, ils sont venus, ils ont laissé les parents, ils viennent ici. Ils ne sont pas venus ici pour venir aller voir la mer. Hein. Non, 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 non. Ils ne sont pas venus pour aller aux Almadies. C'est des gens qui sont venus à l'université. Le désir qui est en eux est différent. Ils sont venus avec un objectif clair, un objectif... Elle dit que imperturbable. C'est le désir, c'est un feu qui brûle en toi. Ce feu-là, si ça n'existe pas chez toi, souvent, tu ne vas pas loin. Dans mes entretiens, quand je discute avec les gens, les personnes qui viennent me voir, Justin, je veux vraiment lancer un business, et ainsi de suite, les nouvelles personnes qui veulent rejoindre mon équipe, des choses comme ça, je fais des entretiens. Mais ce que je cherche, c'est le désir chez la personne. Ce n'est pas, je ne cherche pas que la personne soit déjà très fort avant, ou bien il a déjà l'argent. Ça, ce n'est pas nécessaire. Ce que je recherche d'abord, le point de départ, starting point, c'est le désir ardent. Que cette personne-là vient avec une flamme. Elle est prête à tout pour réussir. Quand c'est comme ça, c'est de cette personne-là qu'on a besoin. C'est de cette personne-là que moi, je suis prêt à tout miser sur cette personne parce que je sais que cette personne-là, avec ou sans moi, il va s'en sortir dans la vie. Parce que quelqu'un qui a ces feux-là en lui, là, il est difficile à arrêter. Hein. Il va échouer ici, il va se relever demain, il va échouer, tu vas le voir. Moi, j'ai rencontré un ami comme ça. Il est entré dans des partis politiques par-ci, par-là, par-ci, par-là. Il sort ici, il rentre ici, il est dans tous les meetings. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai dit que le gars là, il va réussir. J'ai dit, lui là, il va réussir. Parce que dans ses agissements, dans la course, tu sais que ce qui le poursuit, elle dit que tu peux deviner déjà ce qui le poursuit. Il n'est pas venu pour s'amuser. C'est dans ça que moi et mon ami Amadou Sek, on s'est rencontrés dans des séminaires. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il faut qu'on réussisse. Moi, je suis venu à Dakar, j'ai quitté mon pays, le Tchad, je suis venu au Sénégal. Donc, je suis venu à Dakar. Mon ami Amadou Sek, lui aussi, il a quitté Kaolack. On se trouve à Dakar. Dakar, là, ce n'est pas chez quelqu'un. Hein. Comme on le dit, Abidjan, là, n'appartient pas à personne. Même si on est tous Ivoiriens, là. On est tous Sénégalais. Mais à Dakar, là, on est tous étrangers à Dakar. Chaque matin, là, chacun doit sortir se chercher. Il n'y a que les fils à papa de Dakar, là. C'est eux qui dorment. Mais si tu as quitté Kaolack, Louga, Mbour, et puis tu es venu à Dakar, un étranger qui a quitté le Gabon, quitté le Tchad comme moi, on se trouve ici, là, on est tous dans le même combat. Si tu n'es pas venu, si tu n'as pas compris ça, tu dis que quand même, moi je suis sénégalais, je suis à Dakar, tu vas repartir au village bientôt. Hein? Parce que ici, là, à Abidjan, à Dakar, à Ouaga, j'aime raconter l'histoire d'Apollinaire. Le gars qui a la banque Wenkouni, là, au Burkina Faso. C'est des gars qui ont quitté le village, ils sont arrivés à la gare. Ils descendent de la gare, même ils ne savent pas où aller d'abord. C'est-à-dire qu'ils quittent le village, ils arrivent dans la capitale. Et puis dans la capitale, maintenant, à partir de là, il est arrivé quand même à la gare. Voilà, maintenant, ta vie commence là-bas. Je vous parle d'un monsieur qui a aujourd'hui une banque. Il a une banque. Il finance les gens. Il prête de l'argent aux gens. On vous disait qu'il y a 20 ans en arrière, il atterrissait à Ouagadougou avec des poulets en main comme ça à la gare, il ne sait pas où aller.
Ces désirs-là, dans ce livre, le gars, il a retransmis ça. Il y a beaucoup d'histoires même relatives à beaucoup de personnes. Mais quand je prends des histoires africaines, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe ici en Afrique. Je ramène ça dans le contexte. Je vous dis, c'est le contexte qui est important. Et ce contexte-là est similaire actuellement à la jeunesse africaine. Si tu es jeune en Afrique, ce livre-là et le contexte du livre est le contexte similaire que nous vivons actuellement. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Tu ne peux compter que sur ton désir de réussir. Tu ne peux compter que sur ton désir de réussir. Prenez les gars au Sénégal. Vous connaissez les milliardaires au Sénégal, non? Quels sont les milliardaires que vous connaissez? Voilà, vous prenez Babacar Ngom. Lui, vous voyez que ça respecte le principe. Hein. Est-ce que ses parents étaient riches? Est-ce qu'il a fait des longues études? C'est à peu près les mêmes situations. Qui encore? Youssou N'Dour. Qui encore? Citez. Voilà, allez-y, citez. Serigne Mboup. Il a doctorat ou bien master? Ses parents sont riches? Ses parents sont riches? Mais est-ce que dit que par rapport à son niveau? En fait, ces désirs ardents là, si vous n'avez pas encore trouvé là, c'est à vous le micro. Ou bien, je ne sais pas, la balle est dans votre camp. Si vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous permet, ou bien ce qui vous motive de vous lever chaque jour, sans être fatigué, sans ces désirs, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des personnes qui sont contents. Ils se plaisent dans la galère. Des gens qui disent, c'est Dieu qui a voulu. Ah, moi, quand j'ai compris que non, ce n'est pas Dieu qui a voulu là, j'ai dit que non, il faut que je réussisse. Mais de vous à moi, vous pensez vraiment que c'est Dieu qui veut que certains soient riches et d'autres pauvres? Non, de vous à moi. Vous pensez vraiment? Est-ce que vous pensez au fond de vous? Elle dit que réfléchissez une minute. Est-ce que c'est Dieu qui veut que certaines personnes soient riches et d'autres pauvres? Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Prenez le temps de réfléchir. Parce que quand vous donnez ça pour excuse, vous allez diminuer votre feu, votre flamme. Parce que c'est souvent ça c'est l'exemple typique des pauvres. Oui, savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que c'est Dieu. Je vais vous décevoir. Hein. Dieu n'a pas voulu que certains soient pauvres et d'autres soient riches. D'ailleurs, si tu dis ça, tu ne connais même pas pourquoi Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est un gestionnaire que Dieu a créé. Et un gestionnaire qui a les mêmes capacités que Dieu. Un gestionnaire que Dieu a dit que toi, tu me ressembles. C'est-à-dire que Dieu me dit que toi, tu me ressembles, donc je vais te laisser ici. Et moi, je vais partir. Donc, gère ça pour moi. Tu es à l'image même de Dieu et tu es un gestionnaire. C'est toi qui dois gérer tout ça. Donc, d'où vient cette mentalité que non, si je suis pauvre, c'est la volonté de Dieu. Si je n'ai rien, c'est la volonté de Dieu. Le seul fait de donner cette excuse-là réduit votre désir parce que automatiquement, vous allez trouver une raison pour laquelle vous dites une justification, quoi. Oui, ça va, c'est... Non. Vous pouvez faire des grandes choses. Même si ce n'est pas pour toi que tu veux devenir riche, il y a des personnes derrière toi qui ont besoin de toi. Déjà, même si chez toi, ça ne va pas, c'est qu'autour de toi, c'est nul. Désir ardent. Moi, je ne peux pas croire que tu es un jeune à l'ère du numérique, avec Internet, avec tout ce qui se passe. Tu vois des personnes qui utilisent Internet comme toi, gagner 1 million par mois, 5 millions par mois, 10 millions par mois. Je connais même ceux qui gagnent 50, 100 millions par mois. Vous avez les mêmes outils, c'est Internet. Vous avez les mêmes matières premières. C'est-à-dire que c'est là qu'on ne doit même pas donner d'excuses maintenant.
Si avant, avec le temps, on a dit que oui, ainsi de suite, l'intelligence, je ne sais pas, industrielle, ces genres de choses-là. Mais aujourd'hui, avec Internet, là, ce qui sort aujourd'hui, tout le monde est au courant, tout le monde a les mêmes informations en temps réel. Tu peux faire des grandes choses. Et c'est ce désir-là qui a poussé tout le monde à cette époque-là à faire des grandes choses. Désir ardent. Comment trouver ce désir? Pourquoi? Je pense que vous le savez. Hein? Vous savez pourquoi vous ne devez pas accepter le niveau dans lequel vous êtes. Ce n'est pas normal que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en Côte d'Ivoire, et d'autres qui ont votre âge, d'autres qui sont moins intelligents que vous, réussissent mieux que vous. C'est parce que vous acceptez juste la pauvreté. C'est juste ça. Le jour où tu vas dire merde à la pauvreté, là, c'est le jour là que tu ouvres une porte, une nouvelle porte. Et sur les 503 personnes, 503 milliardaires qu'on a interviewés, sur tous les principes, chaque personne a expliqué pourquoi et comment il est devenu riche là. Ce qui vient en tête, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les personnes, les milliardaires, ce qui vient en tête, c'est-à-dire que c'est commun à toutes les personnes qui ont réussi. Ce principe est commun à toutes les personnes qui ont réussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas un désir ardent, quelqu'un qui n'est pas prêt à tout braver, quelqu'un qui n'est pas prêt à brûler le bateau, comme on le dit là, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas prêt vraiment à jouer le tout pour le tout, tu ne réussis pas. Toutes ces personnes qui ont réussi là, il n'y a personne qui a joué à moitié quoi. C'est-à-dire que c'est des gars que ce qui les a poussés, ils se sont lancés à bloc. Il n'y a pas de réflexion. Ils sont engagés, déterminés à 1000%. C'est la base. C'est la base. Maintenant, si tu hésites encore, est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est sûr? Non, 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 là tu ne vas pas réussir. Il faut que ton désir ardent là remplisse tous les parois de ta réflexion pour qu'il n'y ait aucune place, il n'y a aucun vide qui est laissé au doute. Où tu commences à douter. Tu dis que bon, et ça te refroidit. Faut pas du tout ça. Premier élément. Le deuxième élément, pour moi, bon, je me dis si ce n'était pas le premier élément. Bon, mais les milliardaires, plus de 500 milliardaires ont dit que non. Le secret, c'est le désir ardent. D'abord. C'est que si quelqu'un n'a pas le désir ardent, c'est starting point. C'est-à-dire que si ce n'est pas ça, il n'y a rien d'autre. Donc, je suis d'accord. Mais le deuxième élément, la foi. La foi, c'est l'élément le mal compris, le plus mal compris en Afrique et donc mal utilisé, mal expliqué. Et tout ce qui est mal utilisé, souvent c'est utilisé contre soi. Tout ce qui est mal, si tu utilises mal, souvent c'est contre toi. Et c'est ça la foi. Quand on dit foi, les gens voient tout de suite une religion. Quand on dit foi, les gens voient tout de suite un Dieu. Ou bien un prophète. Alors que ces prophètes eux-mêmes utilisent ces principes. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose d'impersonnel. Ce n'est pas quelque chose à attribuer à un arbre. Souvent, c'est ça. Les gens ils pensent que la foi, c'est impersonnel. C'est attribué à un arbre. C'est ce qui faisait en sorte qu'à l'époque, nos grands-parents, ainsi de suite, ils ont foi que c'est l'arbre-là, ou bien que c'est tel fétiche qui les protège. Ils ont foi que c'est tel Dieu, c'est-à-dire que c'est toujours d'autres personnes ou d'autres choses, pas eux. Je vous dis, comme c'est mal expliqué, c'est mal compris, c'est fait contre soi. C'est ça la foi. Alors que la foi, la vraie foi que vous devez comprendre ici, n'est pas d'abord religieuse. Les religions ont utilisé un peu la foi. Ils ont utilisé un peu la foi, souvent pour manipuler des choses comme ça. Mais la vraie foi,
c'est juste une ferme conviction. Je dis bien, là, quand je parlais tout à l'heure des désirs, là, il y a des niveaux. La conviction, même, elle dit que si on s'arrêtait même à la conviction, on allait dire que ok, c'est un peu tiède. Mais on dit que c'est une ferme conviction. Certains disent une ferme assurance. Ça dit que je suis sûr à 1000%. Je suis sûr. Ça dit que tu ne peux pas me dire le contraire. Je suis convaincu. Ce téléphone est de quelle couleur? Ce téléphone est de quelle couleur? Si je vous dis que c'est bleu, vous allez être d'accord? Ce téléphone est bleu. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est rouge. Vous êtes d'accord? C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? C'est ça. La conviction, je suis convaincu. C'est noir. C'est noir. Attends, toi, tu me dis c'est bleu. Tu es malade? C'est noir. C'est noir. Je suis prêt à mourir parce que je suis sûr. Je suis convaincu, ferme assurance que c'est noir. Sauf que pour la foi, même quand tu ne l'as pas vu, tu dois dire que c'est noir. J'ai pas vu, hein. C'est ça la foi. C'est noir. Tu me dis le téléphone, j'ai dit, j'ai pas vu. Mais je suis convaincu que c'est noir. C'est tout. J'ai pas vu. Mais je suis sûr, j'ai pas vu. Mais c'est ça la foi. C'est une ferme conviction des choses qu'on n'a pas vues. C'est ça la définition de la foi. C'est une ferme conviction. Je dis que je suis convaincu à 1000%. Mais je n'ai pas encore vu. Tu dois être convaincu à 10 000% que toi là, tu vas réussir. Même si tu n'as pas encore réussi. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Tu ne dois pas sortir chez toi et rester marcher pensif. Il y a des gens, vous les voyez, ils sortent de chez eux. Ils sont tellement pensifs. Ils sont abattus, d'abord. Mais il y a d'autres personnes, quand vous les... Ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est la force des milliardaires. Vous pensez que les milliardaires ont l'argent? Vous pensez qu'ils ont 1 milliard dans leur compte bancaire? Vous pensez ça? Pourquoi? Parce que dans leur attitude, de la manière dont ils marchent. Mon frère, comment tu vas? Ça va? Un milliardaire, il est au téléphone, il n'a pas d'argent. Il dit, oui, oui, actuellement, nous sommes sur un dossier de 20 milliards là. Je pense qu'il n'a rien. Mais c'est la ferme assurance. Il y a certains qui disent que la foi, c'est comme faire semblant. Tu fais semblant, mais c'est comme ça que ça arrive. C'est en faisant ces semblants-là que c'est ça que ça arrive. Et je veux vous parler de la neuroplasticité du cerveau. Parce que c'est un fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne comme ça. Ça n'a rien... Je vous dis, c'est quand les gens ne comprennent pas la foi qu'ils l'utilisent mal. Mais la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne de façon à ce qu'elle n'a pas encore vu, le cerveau va fabriquer. C'est-à-dire que ton esprit est capable de fabriquer quelque chose dans ton esprit et puis le déposer devant toi. À seule condition que tu arrives à le convaincre suffisamment dans ton esprit déjà que c'est comme ça. Si vous voulez, sortez là, vous voyez 5 personnes, regardez en l'air. Toutes les 5 personnes, ils regardent en l'air comme ça. Et puis vous voyez que le ciel est blanc. Ou bien est bleu. Avec des nuages. Mais vous ne voyez rien. Mais une personne regarde. 2 personnes regardent. 3 et puis dit, oui, je vois la tête d'un prophète là-bas qui descend du ciel comme ça. Et tout le monde regarde. Toi, tu es là, tu vois. À force de regarder pendant longtemps et vite, ton esprit va te créer quelque chose que d'autres ont vu. Parce que ça, c'est le cerveau a cette capacité-là de créer quelque chose dans ton esprit et de l'extérioriser. À seule condition que tu sois suffisamment convaincu, que la conviction soit ferme. Et tu vas voir
ce qui est dans ton esprit se réaliser. Voilà pourquoi, pour travailler la foi, mais c'est simple, c'est la répétition. La seule manière de travailler la foi, pour que ça devienne une conviction, c'est de répéter. Parce que ton esprit a besoin que tu arrives à le mettre suffisamment pour qu'il soit convaincu. C'est-à-dire que quand tu mens, mensonge, mais comme tu as menti plusieurs fois, mais quand c'est un mensonge, mais comme c'est répété plusieurs fois, ça devient vérité. Et ça devient normal. Même si c'est un mensonge. Mais si on le répète plusieurs fois, le cerveau commence à l'accepter. Parce que ça s'appelle la neuroplasticité. Si vous étudiez un peu les neurosciences, vous allez découvrir ça. Parce que c'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. Donc si tu veux réussir, voilà pourquoi l'auteur même dans le livre, il dit qu'il faut faire ce qu'on appelle les affirmations positives chaque jour. Quelqu'un qui sort, avant de sortir de chez lui, il se regarde. Ça, c'est quelque chose que je fais presque régulièrement. Je suis beau, je suis riche. Même quand tu n'avais pas d'argent, il faut faire ça. Faites ça. Parfois, vous allez vous moquer à vous-même. Vous allez vous moquer de vous-même. Tu n'as pas encore d'argent, mais l'objectif ici, c'est d'abord d'influencer le subconscient. Parce que la foi, on dit c'est une assurance. Parce que cette assurance va ensuite influencer ton comportement. Donc, tu sors, tu dis que je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Tu commences à parler de riche, riche, riche. Moi, je vous dis, quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais s'il fait tout le temps des vidéos, il parle de richesse. Dans 5 ans, vous allez le voir, il va devenir riche. Parce que le mot le plus répété, le mot qui sort le plus de sa bouche, c'est ce qu'il sera convaincu. Ses actions, ce qu'il va faire au quotidien, va tendre à rejoindre ce qui se passe déjà dans son subconscient. Et la meilleure époque pour faire ça, c'est lorsque un enfant a entre 0, 2, 3 ans jusqu'à 7 ans. C'est cette période-là. C'est la meilleure période pour convaincre quelqu'un à être convaincu. Ferme assurance. Par exemple, chez nous les chrétiens et chez beaucoup d'autres religions, c'est à peu près la même chose. On va te faire répéter certains versets, certains chants, à répétition. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi on fait asseoir un enfant et puis la même chose, on va lui faire répéter toute la journée. Toute la journée. D'ailleurs, cette stratégie d'amener les gens à croire, c'est parce que c'est la croyance ici qui est mise en jeu. La foi, c'est la ferme croyance, c'est une ferme conviction. Quand on prend des otages, la seule manière, parce que les otages, souvent, c'est des personnes qui savent tirer, qui savent utiliser les armes. C'est des militaires comme vous. Mais la seule manière, parce que ils seront avec vous pendant longtemps. Mais la seule manière de désarmer un otage, c'est de le tuer dans son esprit. C'est de l'amener à ce qu'il ne croit plus en lui. C'est pour cela qu'on prend les otages à l'époque, les otages vietnamiens, les otages cubains, on leur dit solo, 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 solo. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il soit affaibli psychologiquement. On le tue psychologiquement. Ceux qui ont écrit des livres en Afrique, le Sénégal est un pays pauvre. Et vous êtes obligé d'écrire. Tu écris, le Sénégal est un pays pauvre. Le Sénégal, le Tchad est un pays pauvre. Je dis que les pays pauvres, les gens ils écrivent, ils répètent, pays pauvre. Et puis, quand tu n'écris pas pays pauvre, on te donne 0 sur 20. Donc, il faut, prochain devoir, là, tu as écrit pays pauvre. On amène déjà les enfants, très tôt, à tuer leurs convictions. Ailleurs, c'est la même chose. Les enfants ne sont pas encore riches. Quand on apprenait aux jeunes Allemands qu'ils étaient des races supérieures, est-ce qu'ils étaient déjà des races supérieures? Non, pas encore. Mais on sait qu'il faut créer la foi. Il faut créer une attitude en eux maintenant pour qu'ils pensent qu'ils sont ce qu'ils doivent être, même s'ils ne le sont pas encore. La meilleure manière, si tu veux rester pauvre, si on te dit comment tu vas, tu dis que vraiment les choses ne marchent pas. Apprends à dire ça.
Salue 10 personnes dans la journée, comment tu vas dire que non, 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 vraiment les choses ne marchent pas. Tue ta foi. C'est ça la manière. Tue ta foi, tu vas voir. Ça, c'est une manière simple de tuer sa foi. Est-ce que les choses vont? Oui, oui, ça va très bien. J'ai foi que ça va aller. La foi, c'est ça la foi, la vraie foi. Être convaincu que ça sera mieux. L'homme vit d'espoir. Si tu tues l'espoir de quelqu'un, tu tues sa vie. L'espérance. Si je vous dis tout de suite, est-ce que le paradis existe? Oui. Est-ce que le paradis existe? Oui. Là, vous êtes des vrais croyants. Parce que vous croyez vraiment. Vous voyez, c'est ça la croyance. Mais est-ce que réellement le paradis existe? Oui. Vous voyez, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui allait au paradis et qui est revenu? Non. Mais est-ce que ça existe? Oui. Voilà. Applaudissez pour vous les croyants. Vous êtes des vrais croyants. Est-ce que vous allez devenir riche? Oui. Est-ce que vous allez devenir riche? Oui. Est-ce que vous êtes déjà riche? Oui. Oui. Et il faut agir comme quelqu'un qui est riche. C'est pour cela que je dis souvent aux personnes, ne vous habillez pas, habillez-vous en fonction de la personne que vous voulez devenir. N'habillez-vous pas en fonction de votre état actuel. Parce que là, vous tuez votre foi. La foi, c'est de faire semblant. C'est de faire, c'est comme si ça existe déjà. Il faut faire, c'est comme ça existe déjà. Et les personnes qui sont devenues riches ont développé cette mentalité-là, qu'ils vont réussir. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus, je ne sais pas comment. Mais leur niveau de conviction, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas les dissuader que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que c'est extraordinaire quand tu lis l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Comment le gars, il est venu, lui, il a dit, il est venu pour devenir une star mondiale. Il est venu, c'est-à-dire que dans tu ne... Il y a rien... Non, toi, tu t'amuses quoi? Tu vas lui dire quoi pour le dissuader? Moi, j'étais avec il y a un ami ici au Sénégal, mais c'est un grand frère. Il disait que non, que lui, il va se lancer dans l'immobilier. Alors que c'est un gars qui il importait les voitures. Parfois, il achetait des voitures qui sont gâtées et il essaie de réparer, vendre, mettre dans le clando. Mais il dit que moi, je vais... Il dit que je vais être promoteur immobilier. Je vais être promoteur immobilier. Et il sort, il prend une de ces voitures qui ne marche pas bien, là, il tourne dans la zone de jazz comme ça. Il n'avait même pas d'argent pour acheter un hectare, faire le lotissement. Il n'y a même pas l'argent pour acheter un hectare, faire un lotissement. Mais dans sa tête, lui, il va être promoteur immobilier. Je ne sais pas comment. Ça, c'est autre chose. Mais lui, il dit qu'il va être promoteur immobilier. Avant-hier, il m'a envoyé, il a dit que non, il est en partenariat avec un cabinet, ils ont 200 terrains en vente. Il ne sait pas par quel chemin, mais il dit que lui, il va être promoteur immobilier. Et puis, c'est des personnes, tu te dis, est-ce que, comment les gens qui sont même intelligents, lui, il ne sait pas quelqu'un qui a été à l'école, donc la société risque de le qualifier de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais, cette foi-là, comment il est arrivé à développer ça, quoi? Dire que moi, je serais promoteur immobilier, quoi. Dans sa tête, malgré qu'il vend des voitures ici, et puis ce n'est pas des bonnes voitures même. Il prend des voitures qui sont en panne, il essaye de refaire la peinture, vendre à 2 millions pour les clandos, quoi. Ce n'est pas une vente de voitures même, mais lui, il dit qu'il va être promoteur immobilier. Et il agit en conséquence. Il agit comme ça. Il sort, il va à Dias, il tourne là-bas, Kermoussa, il tourne comme ça, il remonte là jusqu'à Noto, et puis il regarde juste les terrains, et puis il revient à la maison. Je ne sais pas comment, mais il dit qu'il est en partenariat actuellement là, avec quelqu'un, ils ont 200 terrains là. Il a trouvé, c'est-à-dire qu'il passait sur des terrains comme ça, il a vu des gens là-bas. Ici, vous voyez, il n'y a même pas, il y a pas de stratégie. La foi est plus puissante que les stratégies. La foi est plus puissante que les relations. Parce que la foi va t'amener quelque part. Parce que tellement c'est déjà dans ta tête, la foi va t'amener vers des personnes, vers des situations. Parce que la foi va diriger ta vie.
La loi d'attraction, voilà, certains ils disent ça. Mais cette foi, cette ferme conviction que ça va venir là, si tu le mets en application, ça va marcher. Combien? 1 heure. On a déjà dépassé les 1 heure. Bon, donc, on va avancer un peu rapidement. Le mastermind. Le mastermind, mastermind du genre cerveau, les cerveaux, voilà, en français, ils ont dit cerveau collectif. C'est-à-dire que vraiment c'est ça quoi, le mastermind, mais en anglais ça donne encore plus de sens. Mastermind, c'est-à-dire que c'est comme on est là et c'est plusieurs têtes quoi, qu'on réfléchit ensemble. Et d'ailleurs c'est une très bonne transition parce que la foi, comme je l'ai dit pour mon ami qui m'a dit qu'il vend des terrains, tout ça là, ces genres de personnes là, parce que ton désir, avec une ferme assurance, va te diriger vers des personnes. Va te diriger vers des situations. Parce que quand tu n'avais pas cette foi, quand tu n'avais pas ce désir, tu allais dormir. Tu sors, tu vas rester au quartier ici. Tu vas y boire du thé, tu vas jouer au jeu de damier. Voilà, ta vie, il n'y a rien. Ton cerveau est vide. Quand je dis le cerveau est vide, ce n'est pas que c'est vide d'intelligence ou bien de diplôme, non, non. Mais c'est vide de foi. C'est-à-dire que il n'y a pas une connexion, il n'y a pas une attraction. Il faut que ton cerveau soit orienté vers quelque chose, vers une réussite que tu désires. Donc, ce n'est pas vide dans ta tête là. Il y a des choses, il y a des projets, il y a des choses qui te tiennent à cœur, il y a des choses qui t'empêchent de dormir. Donc, ces choses-là, si tu ne les as pas, tu vas dormir. Mais si tu les as dans ta tête et que tu as... Non, tu vas te lever le matin. Tu dis que tu veux devenir promoteur immobilier, un exemple. Ou bien tu dis que tu veux devenir, je ne sais pas, un grand conférencier. Comme il y a ça déjà dans ton esprit, ces autres esprits-là, parce que nous sommes dans le monde des esprits. Le monde dans lequel nous sommes là, nous sommes dans un monde des esprits. Il y a d'abord le monde animal, végétal. Après, il y a le monde humain, comme homme. Après, au-dessus des humains, maintenant, il y a le monde des esprits. Les esprits, les grands esprits se connectent. Donc, pour te connecter aux grands esprits, il faut que toi, tu deviennes un grand esprit. C'est des choses terre à terre qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas de projet, tu n'as pas de désir, tu n'es pas convaincu par quelque chose qui t'empêche de dormir. Si tu n'as pas ça, tu restes au niveau des humains. Tu vis normalement. Le vendredi, tu vas à la mosquée, tu sors. Tu ne sais même pas s'il y a un ministre qui prie dans ta même mosquée, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que dans l'église où tu vas prier tous les dimanches là, il y a un ministre dans la même église que toi, tu ne sais pas. Parce que ton esprit est au niveau bas. Et tu vas voir à la sortie de la mosquée, lève-toi, viens, voilà. Vous là, vous venez. Voilà, à la sortie de la mosquée, regardez, nous on est là. On est en face là, on est en face là. Toi, tu restes là-bas. Voilà, à la sortie de la mosquée, les hommes d'affaires sont en train de discuter. Et toi, ça ne te concerne pas parce que ton esprit n'est pas au même niveau que notre esprit. Je ne sais pas si vous voyez. Toi, tu sors et tu rentres. Lui, il sort de l'église le dimanche là. Il sort, il rentre. Alors que le dimanche, nous on sort. Comment tu vas? Ça va? Vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Franchement, c'est comment? Ça va les affaires? Ça va. J'ai entendu qu'il y a un nouveau décret qui doit sortir avec des nouvelles. Est-ce que tu as des nouvelles? Ça va. Nous là, comme on a des projets, on a des grands projets dans notre esprit. Quand on sort, on cherche le mastermind. On cherche à nous connecter à d'autres esprits. Mais lui, il n'y a rien dans son esprit. Il n'y a aucune ambition. Il n'y a aucun rêve. Le dimanche, il finit, il prend sa Bible, il met là et il s'en va. Le vendredi à la mosquée, lui, il finit, il est parti. Il ne sait pas qu'il y a des esprits qui peuvent le rendre riche là. Il ne sait pas. Dieu ne peut pas venir t'aider là-bas comme ça. Si tu es là-bas comme ça, seul là. Est-ce que Dieu peut t'aider comme ça?
Dieu ne peut pas t'aider comme ça seul. C'est ici comme ça là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous expliquer une chose. Le mastermind, les choses les plus importantes, vous allez les trouver dans un mastermind. Les informations stratégiques dont vous avez besoin pour prendre une décision, ça se trouve dans un groupe de personnes avec un esprit à peu près au même niveau. Toi, tu n'es pas à ce niveau. Tu n'as même pas ça dans ton esprit. Tu n'as même pas en esprit de te lancer dans la vente de voiture. Si quelque chose te tient à cœur, demain de te lancer dans la vente de voiture, tu arrives à la mosquée, ceux qui arrivent avec voiture là, tu viens les saluer, tonton, comment tu vas, ça va? Comment tu vas, ça va bien? Tu discutes. Ce n'est pas que tu vas lui dire que ton projet, c'est de vendre des voitures. Mais tu discutes avec eux. 3-4 personnes, tous les vendredis, tous les dimanches. Ça, c'est église. Mais ça peut être même dans le quartier. Partout. Ça peut être dans des séminaires, dans des conférences. On vous dit qu'il y a une conférence comme ça. Vous ne partez pas. Mais c'est dans les conférences qu'on rencontre les grands esprits. Parce que les conférences, c'est le lieu où les esprits qui vibrent au même niveau viennent pour vibrer au même niveau. Toi, tu n'es pas là comme ta vibration. Et ici, toi, tu préfères aller à baptême, mariage, anniversaire. Ton esprit est ici. Donc, tu captes la vibration des gens qui aiment aller manger dans le mariage des gens, aller manger dans l'anniversaire des gens. C'est ça ta vibration. Tu vas maintenant voir, est-ce qu'il y a un colloque? C'est ça le mastermind. Une union des personnes, un rapprochement des esprits qui vont vous amener à un autre niveau. Et une phrase que j'ai aimée ici dans le livre, le mastermind, on a dit que c'est une double protection contre l'échec. À seul, la probabilité d'échouer à seul est de 40%, dès que tu es en mastermind, ça diminue de 20%. C'est-à-dire que ça diminue ta probabilité d'échouer dans la vie. Si tu es connecté à des bons esprits, à des bons cerveaux, ta probabilité d'échouer baisse. Si tu es seul, c'est 40%. Mais si tu rejoins un groupe comme ça, tu rejoins un club comme ici, on se rencontre, on discute. Ceux qui viennent, quand on fait regarder au bureau, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui ne viennent pas. Je peux vous assurer d'une chose, ces personnes-là, leur probabilité d'échouer est plus grande que vous, votre probabilité. Parce que ce n'est pas facile comme ça d'échouer. Lui, il a fait une grosse vente hier. S'il était chez lui à la maison, il n'allait pas faire ça. Mais comme il vient chaque jour, il voit d'autres vendre. Vous voyez, il voit d'autres vendre. Tu ne vas pas accepter de rester là, voir les autres continuer à vendre. Parce que c'est l'esprit. Comme tu es dans un endroit où c'est-à-dire que même si tu n'as pas encore ces résultats, mais ton esprit est déjà connecté à ceux qui ont déjà des résultats. Et d'ailleurs, on va voir un autre livre plus tard. Il y a un autre livre là, les stratégies de prospérité de Jim Rohn. Je vais vous détailler ce livre-là dans une autre formation. Jim Rohn, il dit, vous êtes la moyenne des personnes même que vous fréquentez. On a dit, vous êtes la moyenne. C'est-à-dire que si toi, tu es 20, lui, il est 15, lui, il est 2, 3, ainsi de suite là. Si on voit les 5 personnes que tu fréquentes au quotidien là, dans les 5 prochaines années, dans les 2 prochaines années, il y a beaucoup de chances que vous là, vous ayez approximativement la même chose. Si on prend au travail, tes collègues là, regarde tes collègues au travail. Tu vois que tes collègues dans 5 ans, projette un peu. Là où ils seront dans 5 ans là, approximativement tu seras là-bas. Voilà pourquoi au niveau de notre communauté, je dis, vous regardez, dans notre communauté, il y a ceux qui gagnent 4-5 millions par mois là. C'est ce que vous allez gagner ça dans 4-5 ans. Parce que c'est juste une question de moyenne. Vos formateurs, les gens qui viennent vous former là, il n'y a personne qui vient former qui gagne moins de 1 million. J'ai interdit ça. Les formateurs dans mon équipe, il n'y a personne qui vient là-bas former. Toutes les personnes qui viennent former là, gagnent plus de 1 million par mois. Ce sont des esprits. J'ai collecté des esprits. Et qui viennent donner leur expérience.
Parfois, je paye des gens ailleurs, très cher, pour qu'ils viennent former même. Mais c'est des gens que j'ai vu leur niveau. Donc, j'ai voulu créer une moyenne des esprits, des cerveaux. C'est une moyenne des cerveaux. On va élever le cerveau de tout le monde. C'est extrêmement important. Donc, arrêtez de rester dans le quartier où si tous vos collègues, tous vos amis du quartier, ça ne les dit rien. Ils n'ont aucune ambition. Vous allez devenir leur moyenne. Très peu de temps, c'est juste une question de temps. Le temps est en train d'aller vite. Je vais vous montrer le quatrième parce que, à mon avis, donc, vu que le temps est en train d'aller vite, je vais m'arrêter au quatrième principe. Ce n'est pas le quatrième dans la liste, dans les principes, ce n'est pas chronologique, ce que je suis en train de vous montrer. Ce n'est pas chronologique, mais vu qu'on n'avait pas assez de temps, j'en avais choisi 7. Mais là, on sera obligé de s'arrêter à 4. Mais vous allez lire, et prochainement, peut-être c'est un d'entre vous qui viendra nous exposer la suite, ainsi de suite. Chacun, je vais vous donner des livres que vous allez lire et que chacun pourra venir également exposer ici. OK? Voilà. Donc, la persévérance, dans le livre, on parle de persistance. Persister. C'est-à-dire que faire, refaire, persister quoi. Persister. Ça c'est, bon, en français c'est à peu près persévérance, voilà, mais bon. Donc, vous savez, si vous ne persévérez pas, vous n'allez pas réussir. Il y a Dieu, notre Dieu, donc le Dieu de tout le monde. Hein. Je ne parle pas d'un prophète, je parle le Dieu de tout le monde, le grand, celui qui a créé tous les prophètes même. Donc c'est vrai Dieu là. Il a dit que Satan, que nous tous connaissons là, le diable, parce que nous tous connaissons le diable. Ou bien le Satan, comment on l'appelle, Shaitan, je ne sais pas. Voilà. Il dit que ces gars-là a travaillé avec moi. Je le connais. Il a travaillé avec moi, je le connais. Mais il s'est retrouvé parmi vous à cause de sa désobéissance. Mais je vais vous donner un secret. Comme c'est un gars que je connais bien, je vais vous donner un secret. Un secret à coup sûr pour le vaincre. Il dit qu'il n'aime pas les gens qui résistent. Si vous voulez le vaincre là, résistez-lui, il va fuir. Il dit que résistez seulement. Si vous voulez réussir là, il dit que résistez. Parce qu'il n'aime pas la résistance. Il ne va pas résister longtemps. Résistez. Dans tout business, il y a Satan qui est derrière, qui veut faire échouer. Dans tout ce qui ne marche pas là, il y a celui que vous connaissez peut-être, c'est le diable là. C'est lui qui est derrière, qui va tout faire pour que vous échouez. Mais résistez. C'est le seul conseil qu'on nous a donné. Résister, c'est le seul conseil. Si tu résistes là, il va te laisser tranquille. Tu lances un business, depuis là, tu ne vends pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu as essayé là, ça ne marche pas. Si tu abandonnes là, non, c'est que tu n'as pas lu le conseil de Dieu. Dieu a dit que le seul conseil là, il faut tenir bon. Tiens bon. Il dit qu'à un moment donné, quand, même moi, il y a des moments difficiles, quand je passe, je pense à ça, je ris, quand je dis que non. Donc c'est le diable qui veut m'avoir comme ça. Il dit que... Je dis, tu ne mourras pas. Demain, là, je vais reprendre l'activité, là, tu vas voir. À un moment donné, tu es même découragé, mais tu dis que non. Donc c'est le diable qui est en train de travailler. Non, je sais que si je le laisse, Dieu va me dire que je t'ai donné pourtant le secret. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Le seul secret de la réussite que Dieu a donné aux hommes, n'abandonnez pas. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas encore échoué. Si tu n'as pas encore abandonné, tu es toujours dedans. Tu es juste dans le monde de l'expérience. Tu fais, tu essayes, ça ne marche pas, tu reprends. Mais tu n'as pas abandonné.
Donc tu es toujours dedans, tu n'as pas échoué. Seuls ceux qui ont abandonné ont échoué. Seuls ceux qui ont abandonné ont échoué. Et ce qui est mauvais avec l'abandon, tu abandonnes une fois, le diable te reconnaît. Il va t'identifier, dire, ah, le gars là, ah, ok. Il dit que le gars là, je le connais, lui aussi, il se décourage facilement. Donc il va venir te tenir, il va bloquer un peu la chose là. Il sait que toi, bientôt tu vas abandonner. Il dit que lui là, attends, 6 mois, 1 an, il va laisser, il va lâcher bientôt. Il va tenir, tu vas lâcher un jour. Lui, je le connais, il a l'habitude d'abandonner. Quand tu abandonnes une fois, pour abandonner une deuxième fois, c'est facile. Tu abandonnes rapidement. Troisième fois, tu échoues. Vous ne voyez pas la plupart des femmes qui divorcent là. Une fois là, c'est fini. Deuxième fois, ça arrive. Divorce encore. Parce que le diable les suit maintenant. Il dit qu'elle ne connaît pas le secret. Elle ne connaît pas mon secret. Si tu abandonnes, si tu continues de faire un business, tu vas faire comme ça, tu laisses, tu passes. Toi là, tu vas abandonner facilement. Le secret, c'est de ne pas abandonner. C'est tout. Tu fais, ça ne marche pas. Apprends de ce que Nelson Mandela te dit. Je ne perds pas. J'apprends. Et il y a un autre qui nous dit que, en fait, l'échec te rend plus intelligent. Parce que l'échec, c'est une opportunité de reprendre de façon plus intelligente. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais tu reprends la même chose de façon très intelligente. C'est ça, l'échec. Reprendre de façon très intelligente. Cela ne veut pas dire abandonner. Souvent, c'est au bout, nous qui faisons un peu du e-commerce, la vente en ligne, ainsi de suite, les prospects, souvent même dans la vente des formations, dans tout ce qui est business sur Internet, quand tu es nouveau dedans, les premières semaines, tu ne vends pas beaucoup. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner. Ton esprit, quand tu n'abandonnes pas, ton esprit va réfléchir, va trouver des nouvelles méthodes. Parce que tu parles aux clients, tu lances une formation, tu ne vends pas beaucoup, tu lances des produits, les gens ils contactent, ils disent je reviens, ces genres de choses-là. Ça va te tiquer. Tu dis, tu changes de stratégie. Mais dès que tu abandonnes là, avant d'abandonner, voici la question que vous devez vous poser. Est-ce que dans ce que je fais là, d'autres ont réussi dedans? Dans ce que tu veux abandonner là. Parce que ce n'est pas sûr que ce que tu veux faire maintenant là, tu es le premier à le faire. Tu n'es pas le premier à te marier, tu n'es pas le premier à faire ce business là, tu n'es pas le... de toute façon, tu n'es pas le premier dans ce que tu veux faire là. Les gens comme toi ont existé avant toi. Les choses que tu veux faire là, les gens ont fait avant toi. Pose-toi la question, est-ce que les gens ont abandonné avant toi? Ok, ceux qui ont abandonné, est-ce qu'ils ont réussi? Non. Ceux qui ont réussi là, est-ce qu'ils ont abandonné? Non, ils n'ont pas abandonné. Pose-toi ces questions simples là, et tu te rends compte de ça. Napoléon, il dit que la plupart des hommes qui ont réussi à l'époque là, ils n'ont pas abandonné. Vous prenez par exemple les lampes là, l'électricité. Le père, c'était qui? Thomas Edison. Il a essayé combien de fois? Ce sont des choses qu'il donne comme exemple dans le livre. Hein. C'est-à-dire qu'il essaye, réessaye, essaye plusieurs fois. Jusqu'à même son équipe se décourage. Les gens qui sont avec lui là, sont découragés. À un moment donné, ça a même trait à la folie. Tu dis que lui là, il est même fou. Mais lui là, il comprend le secret. Lui là, il a bien retenu la leçon. Le diable, c'est quand tu le résistes. C'est quand tu n'abandonnes pas là, il fuit, il te laisse. C'est la même chose. Tous. Henry Ford, quand il voulait lancer son moteur V6 et V8 là, tous les ingénieurs, les 30 quelques ingénieurs qui travaillent avec lui, non, dit, on refait. Extrêmement important. J'ai beaucoup de choses encore à dire, mais comme on s'est dit qu'on allait faire 1 heure et que j'ai déjà même dépassé les 1 heure de temps, je vais m'arrêter ici
Et je vais tout simplement conclure en vous disant que si vous voyez tous ces principes qui sont ici énumérés, on dit qu'il faut réfléchir. Tout se passe dans l'esprit. Tout se passe dans votre esprit. Tout ce que l'esprit peut concevoir et donc croire, l'esprit a toute la capacité de le réaliser. Quel que soit, parce que c'est ça la suite de la phrase, quel que soit le nombre d'années que ça prendra. Tant qu'on est en vie, tout est possible. Et tant qu'on y croit, on y arrivera. Lisez ces livres, pour moi c'est l'un des meilleurs livres qu'il faut le lire. Chaque semaine, on va refaire un autre résumé d'un autre livre avec d'autres principes. Donc, allez-y, procurez-vous de ces livres-là et lisez-le. Très bon livre. Donc, on se dira à vendredi prochain, à la semaine prochaine, pour un autre résumé de livre ou bien une autre formation. Donc, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Au revoir.